La télé d'ici vous offre ce soir et s'offre par ailleurs un véritable cours de droit avec maître Alamissa Ouattara. Il est avocat, spécialiste dans les questions d'héritage. À ses côtés, on aura également un sociologue, docteur Jamal Seibi Itra. Avec eux, on va parler justement de la question successorale. Une question plus que millénaire qui pose visiblement, véritablement aussi problème. Pourquoi il y a toujours des soucis autour des questions de succession? Que prévoit la loi? Quels sont les différents cas de figure? On en parle volontiers ce soir dans le premier tableau de la télé d'ici. Pour le volet artistique, on sera rejoint en fin d'émission par celui que l'on prénomme le soldat de Jah, Naftali, grand instrumentiste, ingénieur de son, arrangeur, compositeur, interprète. On parlera de sa carrière, mais on parlera surtout du sacrifice qu'il a dû consentir, c'est-à-dire s'éclipser pour laisser donc au devant de la scène de jeunes talents, faiseurs de reggae. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici du lundi au vendredi sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour aborder des questions qui vous intéressent forcément. Et ce soir, on a décidé de parler d'héritage, on a décidé de parler de succession avec deux invités, un sociologue, Dr Jamal Seibi Itra, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Avec vous, on a surtout besoin du regard justement du sociologue sur cette question qui suscite, comment dire, beaucoup de litiges quand même parfois. Oui, c'est exact parce que nous sommes dans une situation où, à un moment donné, des membres de la communauté laissent des biens qui doivent être légués à une autre partie des membres de la communauté. Et le droit positif prévoit que ce bien soit légué à des individus. Dans le contexte africain où la propriété est détenue par la communauté. Donc voilà, là où va naître, j'allais dire, des tensions qui vont dégénérer parfois en conflit. C'est pour cela qu'on trouve que la question de la succession, j'allais dire, attise des tensions et crée des conflits. Absolument. On va en parler, évidemment, tout au long de cette émission. Maître Alamissa Ouattara, merci d'être là. Merci à vous. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, on va aborder l'aspect juridique et je ne doute pas qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette question. Mais la loi prévoit beaucoup de choses, effectivement. C'est cela. On va parler des différents cas de figure. Ça va, Pierre? Ça va bien, merci. Ça va, Princesse? Merci, Cheikh, ça va. Alors, vous avez mis les pieds dans le plat. On va quand même y revenir, docteur Jamel. Pourquoi les questions de succession posent toujours problème? Pourquoi? Alors, le contexte africain... Et ce n'est pas qu'africain, justement. Oui, je veux parler du contexte africain qui a hérité d'un modèle d'organisation de la société qui vient de l'Occident. Où le bien doit être légué à un individu. C'est-à-dire, le bien appartient à un individu. Alors qu'en contexte africain, c'est la communauté qui gère le bien et qui hérite d'un ensemble de biens. On a deux systèmes en Afrique. On a la succession, ce qu'on a appelé le patrilignage, par voie agnatique, et puis la succession par voie utérine, c'est-à-dire le matrilignage. Et donc, dans ces deux communautés, ce n'est pas à l'individu qu'on transfère le bien que celui qui décède laisse, mais c'est à la communauté. Dans le contexte du matrilignage, ce sont les enfants des sœurs qui héritent du bien parce que les mythes fondateurs de la transmission du bien mettent en évidence ce qu'on a appelé le biologique. C'est-à-dire, la mère, c'est la personne incontestée et incontestable dans la transmission des biens. Alors que le père, dans la société patrilinéaire, ce sont les frères du père qui héritent du bien. Et donc, vous voyez que dans ces deux configurations, en Côte d'Ivoire, là où va naître le problème, c'est qu'on ne va plus donner
à ces personnes qui étaient désignées par la tradition, mais on va plutôt penser aux ayants droit légaux. C'est cela. Je crois que les juristes en parlent éloquemment. Les ayants droit légaux, ce sont des enfants du défunt. Or, en Afrique, ce ne sont pas ceux qui sont légitimes. Et voilà là où naît le conflit, les passions. D'accord. Et c'est la réalité aujourd'hui. D'accord. Alors, Maître Alamissa Ouattara, on est en droit de se poser la question, qui est éligible pour succéder au fameux Dokuyus, enfin, au défunt, par exemple? Mais la question est réglée par la loi. Je viens d'écouter le professeur qui nous a parlé du patriarcat, du matriarcat dans nos sociétés traditionnelles. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans une société moderne. Une société moderne qui regroupe, je vais dire, plusieurs entités. Il y a plusieurs ethnies en Côte d'Ivoire, vous le savez. Donc, c'est plusieurs façons de réfléchir. Mais on a décidé de se mettre ensemble et de créer un État. Et cet État est régi par des règles de droit. De sorte que ces règles de droit s'imposent à tout le monde. Donc, si vous avez des sociétés qui pratiquent le patriarcat et des sociétés qui pratiquent le matriarcat, vous verrez bien qu'on ne pourra pas s'entendre puisqu'il y a des mariages qui se font, des mariages intercommunautaires, etc. Mais donc, tout ça pour essayer d'uniformiser cela, on est dans un État qui est régi par la loi. Et la loi en Côte d'Ivoire qui réglait la succession, c'était la loi de 1964. Et on a vu que cette loi avait quelques imperfections, de sorte qu'en 2019, il y a eu une nouvelle loi qui est intervenue. C'est la loi numéro 2019-573 du 26 juin 2019 qui règle la succession en Côte d'Ivoire. Et cette loi va donc déterminer ceux qui sont éligibles, comment va se dérouler la succession, ainsi de suite. Alors, qui sont éligibles? Qui sont les personnes éligibles? Donc, chez nous, ici, de façon principale, en principe, la succession se fait de façon descendante. D'accord. C'est-à-dire, le décujus qui laisse des enfants, les enfants héritent. Mais il vivait avec quelqu'un. Il vivait avec son épouse, avec la nouvelle loi, également participe de la succession. D'accord. Ce qui n'était pas le cas avant la loi de 2019. Avant la loi de 2019. C'est vrai qu'avant la loi de 2019, il y avait la loi de 64. Mais la loi de 64 elle-même disait qu'avant cette loi, les gens qui étaient, par exemple, sous le régime de la polygamie, etc., les diverses femmes devaient recevoir une part de l'héritage. Donc, je vous dis que c'est le principe, on succède de façon descendante. Mais il peut y avoir un couple ou un monsieur qui décède sans laisser d'enfant. Ou il peut décéder en même temps que sa femme. C'est cela. Et que dit la nouvelle loi alors dans ce cas de figure? La loi dira dans ce cas, si il n'y a pas de conjoint survivant, s'il n'y a pas d'enfant, alors la succession va se faire de façon ascendante et de façon collatérale. D'accord. Donc voilà que la loi, comme je le dis, qui sert à régir les situations qui se présentent dans la société, va essayer autant que faire se peut toucher à toutes les situations qui pourraient se présenter. Ah ben c'est très bien que vous parlez de toutes les situations parce qu'au cours de cette émission... Pourrait, oui, maintenant, au cours de cette émission, on va justement s'imposer cet exercice de passer en revue le maximum de situations possibles. Imaginons le scénario où il n'y a pas de testament. En d'autres mots, le décujus n'a laissé aucun testament. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure? Mais le décujus n'a pas laissé de testament. Ou le testament est égaré, il a disparu. Mais nous avons la chance ici d'avoir, je vais dire, un système judiciaire qui est bien mis en place. Alors, on saisit le tribunal. Et il faut le dire que pour l'ouverture de toute succession, on doit d'abord saisir le tribunal. Le tribunal qui va déterminer la qualité des héritiers. D'accord. Qui va déterminer quels sont ceux qui sont héritiers
du décujus. D'accord. C'est la première des choses. Quand on a déterminé quels sont les héritiers, à partir de maintenant, on va procéder à la liquidation de la succession et au partage. D'accord. Donc c'est comme ça que... Très bien. La liquidation, c'est faite. Tout va bien. Tout le monde est heureux. Parfait. On rentre chez soi avec qui, donc, un immeuble, un autre, des actifs dans une société. Tout va bien. 15 ans après, surgissent 3 enfants biologiques du décujus et qui sont en droit donc de réclamer leur part du gâteau. Qu'est-ce qui se passe? C'est un cas d'école qui peut arriver. Mais c'est pour ça que je vous ai dit qu'avant l'ouverture de toute succession, on saisit le tribunal. Lorsqu'on saisit le tribunal, vous savez, aucun système n'est parfait. Mais quand on saisit le tribunal pour déterminer la qualité des héritiers, on établit ce qu'on appelle un acte de notoriété ou d'hérédité. Lorsque cet acte est établi, la justice se veut de prendre toutes les précautions pour ne pas qu'il y ait des personnes qui soient lésées. Ce que je viens de dire, c'est que le défunt avait des enfants, personne ne savait que c'était des enfants, même lui l'ignorait d'ailleurs. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je veux vous expliquer. D'accord. C'est que lorsqu'on a déterminé, je veux dire, on a établi cet acte et qu'on a déterminé la qualité des héritiers, cela se fait, je vais dire, avec la sincérité la plus totale. Mais on peut avoir oublié d'autres personnes. Donc, dans ce cas, on doit d'abord attendre un délai. On doit attendre un délai parce que quand on a établi l'acte d'hérédité, on attend quand même un délai. D'accord. On va dire, par exemple, le délai de non-appel ou d'opposition, parce que s'il y a des gens qui sont de l'autre côté, qui sont informés, je vais dire, de la situation, ils peuvent venir se présenter pour dire qu'on fait opposition. D'accord. Ce délai est de combien de temps en moyenne? Je vais dire, c'est un délai d'1 mois. 2 mois, d'accord. On va dire que c'est un délai. Mais j'ai pris un cas précis, j'ai dit 5 ans après ou 10 ans après. Non. Je vous donne cet exemple. Oui. Donc, on a fait cet acte et puis c'est communiqué au parquet qui va faire toutes les investigations pour voir s'il n'y a pas eu de contestation, etc. Si tout ce qui a été dit est vrai. Et à partir de ce moment-là, on dit oui, on peut procéder maintenant à la liquidation de la succession. La liquidation est faite. Voilà. La liquidation est faite et maintenant d'autres personnes viennent se présenter. C'est cela, 10 ans après. Il faut justement justifier de sa qualité d'héritier. Considérons que c'est justifié parce qu'il est biologique. Sauf que le père a peut-être mentionné de le mentionner dans le testament ou alors il n'y a même pas de testament. Mais ils sont des enfants biologiques. Oui. Ouais. Mais donc, dans ce cas, ce que vous faites, vous ressaisissez encore le tribunal. Oui. Vous ressaisissez le tribunal pour qu'on puisse vous déclarer héritier. D'accord. On vous déclare héritier et dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous rapprocher de ceux qui avaient été précédemment déclarés héritiers pour dire, écoutez, nous avons droit à cette succession. Si, je vais dire, tous les biens n'ont pas été, si vous voulez, vendus ou ceci ou cela, vous pourrez réclamer votre part dans l'héritage. D'accord. Mais si ce n'était plus le cas et que, je vais dire, les premiers héritiers sont devenus insolvables, il va sans dire que la situation pour vous sera difficile. Sinon, vous avez encore les voies de recours. Absolument. Pour pouvoir un scénario qui est totalement confligent, docteur Jamal. Oui, bon, alors là, on a la légalité et la légitimité. Parce qu'il y a des ayants droit, je crois que le juriste est là pour certainement attester, il y a des ayants droit à qui on a transféré des biens qui ne peuvent pas les utiliser. Ou parfois, au moment où ils jouissent de ces biens, il y a toute une kyrielle de malheurs qui les prend dans un engrenage. On parle de la sorcellerie en contexte africain. Et ça se vit aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ce que le droit dit ne satisfait pas le plus souvent ceux qui sont parties prenantes. Et si ça ne satisfait pas, ça veut dire que la question de la légitimité reste pendante. Et c'est pour cela, nous, les investigations que nous faisons, c'est-à-dire comment les gens vivent la situation, ce que les gens vivent, parce que je vous ai dit, les sociétés africaines sont écartelées en 2 modèles. Le modèle occidental est plus simple parce que c'est l'individu qui crée ses richesses et donc c'est à un individu ou un ensemble d'individus qu'on transmet. Donc ça reflète leur société, leur on peut le dire. Leur schéma. Le contexte africain est totalement différent. D'accord. C'est la communauté qui porte
des individus. Et donc, c'est la communauté qui gère les biens au nom des... Pour un peu abonder dans votre sens et simplifier ce que vous dites, le cas de figure le plus fréquent, c'est qu'on a par exemple des frères d'une même famille qui souvent cotisent, comme on dit vulgairement, pour faire partir l'un des membres de la famille qui, quand il réussit, donc revient et se met au service de la famille. Il y a une obligation. Voilà, il y a une sorte de redevabilité quelque Voilà. part. Alors, dans le contexte de l'héritage, et ici, je voudrais dire, quand on parle de patriarcat, c'est lorsque on met au centre le pouvoir. Mais ici, dans la question de l'héritage, on parle de patrilignage ou matrilignage. Alors, ce que je voulais dire, dans le contexte africain, la situation elle-même, elle est déjà, dans les mutations que nos sociétés connaissent, elle est déjà confligène. Quand je dis elle est confligène, je prends mon cas. Je vis en ville, je n'ai pas bénéficié de la solidarité des frères de mon père. Et je viens à la ville me chercher, je trouve un emploi. Je me marie, je fais des enfants. Mes enfants ne connaissent pas mes parents. Mes enfants ne connaissent personne à qui ils doivent quelque chose. Si je décède, même les ayants droit au plan coutumier, quand ils viennent, ils ne pourront même pas trouver les bonnes personnes à qui s'adresser. Ils ne savent même pas ce que leur fils a laissé. Et donc, il y a ces situations-là qui arrivent. Mais aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, l'Afrique ancienne est en train de connaître une mutation. Donc la question, c'est comment on rentre dans cette nouvelle civilisation, dans ce nouveau modèle-là. D'accord. Donc pour moi, il faut adapter les choses. Il faut réajuster. Vous n'êtes pas totalement d'accord avec la loi de 2019 ? Il y a encore une amélioration à faire. Pas que je ne suis pas d'accord, mais c'est que la justice tranche, il y a des problèmes. La question, il y a toujours des problèmes malgré donc les décisions de justice. Voilà, ça veut dire comment faire en sorte que les gens vivent au mieux leur situation, même en recourant à l'arbitrage de la justice. D'accord. Messieurs, on va y aller au pas de course. On a tellement de choses à se dire pour peu de temps. Alors, il peut arriver qu'il n'y ait pas de décès, mais une absence du conjoint. Après combien de temps d'absence peut-on réclamer ses ayants droit ? Ses droits de succession. Oui, ça c'est pour Maître Ouattara, cette question. Mais effectivement, l'ouverture de la succession, au départ, on se disait que l'ouverture de la succession se fait à la mort de la personne. Mais maintenant, avec la loi, la succession s'ouvre soit à la mort, soit à la déclaration d'absence, soit à la déclaration, je veux dire, de disparition. Donc, vous voyez que la loi essaie chaque fois de s'adapter aux situations qui peuvent se présenter. Parce qu'on considérait qu'on ne pouvait succéder qu'en cas de décès. Mais en cas de disparition, comme vous l'avez dit, ou en cas d'absence, l'absence, c'est que, pour faire simple, pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre, nous n'allons pas utiliser tous les termes, je vais dire savants, c'est que la personne qui est dite absente, on ne la voit pas, on ne la retrouve pas, mais on ne sait même pas si elle est décédée ou pas. Donc elle est vraisemblablement... Voilà. Donc on ne sait pas. Mais dans le cas de la disparition, également, on ne sait pas si la personne est décédée, mais on a des présomptions fortes du fait que les circonstances dans lesquelles on ne l'a plus revue, on se dit qu'elle peut certainement être décédée. Je donne un exemple, il y a eu un accident grave, on n'a pas retrouvé son corps, mais on se dit, c'était un crash d'avion, on se dit, il n'y a pas eu de survivant, lui, il est disparu. Donc ça, la situation peut être simple. Mais quelqu'un qui s'est absenté du pays ou du village, il est allé quelque part d'autre, il n'y a pas de calamité particulière, on se dit, écoutez, est-ce que cette personne est encore vivante? C'est une situation d'absence. Mais dans tous ces cas, ce qui se fait, il faut saisir les tribunaux pour faire constater la déclaration d'absence ou de disparition. Mais après combien de temps, du coup? Non, il y a des délais qui sont prévus pour ça. Par la loi. Par la loi. D'accord. Voilà. Ok. Et que prévoit, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, que prévoit la loi dans les situations de polygamie sans testament? Est-ce que les héritiers peuvent aller justement saisir la justice en cas de désaccord? Non. Polygamie sans testament, pardon. Non, disons, si vous me parlez de polygamie,
je vais vous dire qu'on va retourner à la loi de 1964 qui prévoit cette situation. D'accord. Parce que si vous me parlez en l'état... La loi de 2019, que dit-elle? Effectivement, la loi de 2019 dit que les situations de polygamie d'avant 1964, je vais dire bien d'avant 1964, ces couples polygamiques-là, les différentes femmes peuvent avoir une part de la succession. Ça est dans les dispositions transitoires de la loi. Mais ce que je voulais dire, c'est que en l'état, je vais dire en 2020, vous n'allez pas pouvoir parler encore de polygamie. Parce que là, on considère que... Ce n'est pas légal. Voilà, ce n'est pas légal, nous ne le reconnaissons pas. Et dans ce cas, les épouses, les conjoints? Les épouses, justement. Bon, oublions épouses. Pas partir. Épouses de fait, même si légalement, ils ne sont pas mariés, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire, elles ne vont pas participer à la succession, mais les enfants... Les enfants, d'accord. Issus, je vais dire de... mariage. On a bien compris. C'est un mariage putatif, Oui. si vous voulez, Oui. mais ces enfants-là pourront, je vais dire, parce que la nouvelle loi dit que peuvent succéder les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage. D'accord. Donc, c'est la Une nouvelle autre question, loi. princesse. Donc, sur Parfait. ce plan-là, il n'y a pas de problème. Et donc, comment... Mais les épouses... Non. Non. Ok. Mais ce sera seule l'épouse légitime qui va participer de la succession. Alors, Dr Seybi vous dira que dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, certains ont jusqu'à 8-9 femmes. Enfin, 9 compagnes. Donc, Légitimes, pas légales. Comment est gérée l'indivision en Côte d'Ivoire? Le régime de l'indivision. Mais le principe, il est posé, c'est un principe général de droit. Nul n'est obligé de rester dans l'indivision. Ok. Nul n'est obligé de rester dans l'indivision. C'est quoi l'indivision pour nos téléspectateurs? C'est-à-dire, vous décédez, vous laissez un patrimoine. Ce patrimoine, il est commun à tous les héritiers. D'accord. Donc, tous les héritiers, vous avez laissé plusieurs choses. C'est indivis entre ces héritiers-là. D'accord. OK, très bien. Maintenant, comme je le dis, aucun d'entre eux n'est obligé de rester dans l'indivision. C'est-à-dire, il peut à tout moment provoquer le partage. D'accord, très Même bien. si on peut lui On dire vous a bien compris. Est-ce que, Dr Seybi, en 1 minute, vous pouvez vous prononcer sur la question des épouses qui ne sont pas légales dans nos sociétés? En 1 minute. Non, ce que je voulais dire, c'est juste dire que ce que la loi dit n'est pas ce que la société est. Aujourd'hui, la polygamie, c'est la réalité. Après même 2019, aujourd'hui et demain, c'est la réalité. Et justement, sur la question de l'héritage, on peut avoir un mariage légal avec une femme qui n'a pas d'enfant. Et c'est l'épouse illégitime, entre guillemets, là, qui va donner naissance à l'enfant, qui va hériter de l'ensemble du bien. Mais celle qui a créé les richesses, là, est-ce qu'elle serait expropriée? Voilà là où la loi nous met dans des situations que les communautés ne trouvent pas justes. D'accord, très bien. On va y revenir, Dr Seybi. Et on note d'ailleurs qu'on vous invitera pour la thématique sur la polygamie qui est prévue donc par la rédaction. Oui, mais votre avis nous intéresse, justement. Marquons une pause, messieurs. On se retrouve dans quelques instants. Faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi pour télévivre ou téléviver la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a d'essentiel. Ce soir, on est accompagné de Dr Seybi, sociologue, et de Maître Alamissa Ouattara, avocat. Nous évoquons les questions de succession avec également Pierre et Princesse. Marquons une courte pause, messieurs, pour parler de l'actu d'ici, avec notamment cette assurance donnée par le ministre Gaussou Touré. Il n'y aura aucune rupture de stock de riz en Côte d'Ivoire. Le ministre de la promotion de la riziculture, Gaussou Touré,
a rassuré donc de la mise en œuvre du programme d'urgence riz, le PUR, qui permettra la production de 500 000 tonnes additionnelles de riz blanchi et apportera donc une réponse concrète aux effets néfastes du Covid-19 sur la filière. Selon le ministre, le programme d'urgence riz, le PUR 2020, qui a été élaboré, permettra entre autres de soutenir les riziculteurs par la mécanisation de la mise en valeur des superficies retenues, de soutenir les riziculteurs par la mise à disposition de kits sanitaires et d'intrants, entendez par là des semences donc certifiées à haut rendement, engrais, produits phytosanitaires. Ce programme assurera également, si l'on en croit le ministre, la promotion du riz local ivoire et la dynamisation des réseaux de distribution et assurera des revenus décents aux riziculteurs par l'obligation faite aux leaders de pôle d'acheter toute la production de riz paddy dans leurs zones d'activité respectives. Voici ce qu'il faut donc retenir de l'actu d'ici. Pierre. Alors, est-ce que saisir un tribunal pour ouvrir une succession est accessible à tous les ménages? Quand on est planteur, qu'on vit à l'intérieur du pays, est-ce que ce n'est pas une difficulté de se positionner à ce niveau-là? Non, ce n'est pas une difficulté de se positionner à ce niveau parce que nous avons quand même une large couverture du territoire en termes de juridiction. Vous avez, c'est vrai, vous pensez que tous les tribunaux se trouvent seulement à Abidjan. Non. Dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, il y a des tribunaux de première instance ou des sections de tribunaux qui sont là. De sorte que l'accès à la justice étant libre, tout individu peut se lever et aller saisir les juridictions à l'effet de voir ouvrir une succession. Parlez surtout du côté financier. Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas aussi cher que ça. Non, ne pensez pas que cela puisse... Je ne pense pas que cela puisse constituer un frein au fait de faire prévaloir ses droits. Vous savez, un droit n'est rien s'il ne peut être exécuté. Si vous avez un droit que vous ne pouvez pas l'exécuter, c'est comme si vous avez quelque chose d'inutile entre vos mains. Donc, vous accédez aux tribunaux et je pense que c'est vraiment une somme modique pour les actes d'ouverture de succession, les actes de notoriété et d'hérédité. On va vous demander un certain nombre de documents et le prix à payer au greffe du tribunal, c'est vraiment pas élevé. Vous vous situez un peu? Je pense souvent entre 10 et 20 000 francs. D'accord. Quand même pour ouvrir une succession. Alors je pose la question parce qu'il y a un phénomène, on l'avait appelé celui des veuves de la terre, donc des femmes qui n'ont souvent en commun comme bien avec leur mari qu'un lopin de terre, une portion de terre pour travailler. Justement, au décès de celui-là, comme vous le rappelez dans nos sociétés, ça va soit aux frères, soit à la famille et se retrouve sans rien. Et on avait discuté avec ces femmes-là et souvent elles ont l'impression d'être sans recours. Quel est le problème aujourd'hui? Est-ce que les gens sont très peu informés sur leurs droits ou alors ce que vous dites justement sur la disponibilité des juridictions, c'est pas ce qui s'applique sur le terrain? Les gens sont certes très peu informés de leurs droits. Mais comme je le disais tantôt, et là je voulais rajouter sur l'accessibilité à la justice. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'assistance judiciaire qui peut se faire pour des gens qui sont à des revenus très peu élevés. Vous pouvez saisir, je vais dire, il y a des situations où vous allez, par exemple, au tribunal, vous dites, nous venons pour solliciter l'assistance judiciaire. On va donc, l'État, dans ce cas, va mettre à votre disposition des moyens en vous désignant un conseil qui va vous aider à mener à bien vos procédures judiciaires. Donc, personne n'est laissé pour compte. Alors ça, on le sait très peu, par contre. Ça. Oui, ça, c'est parce que les gens ne le savent pas. Et comme je le dis, il suffit tout simplement de se renseigner. Si pour une dame, comme vous le dites, qui n'a qu'un lopin de terre, etc., elle peut se lever, aller juste au tribunal, vous demander même au greffe, vous cherchez à rencontrer le greffier, vous dites où est le bureau de l'assistance judiciaire. On va vous dire, allez à tel bureau, vous pourrez vous faire aider. Donc, c'est des choses qui existent, mais comme nos populations sont peut-être
très peu informés, c'est cela qui pose le problème. Donc ça ramène... Je voulais juste ajouter quelque chose. Dans ce qui fait la particularité de nos sociétés sur ces questions, vous savez, le patrimoine foncier, il est peut-être légué au nom de la communauté. Et au décès de quelqu'un, si la veuve refuse de prendre le frère... Ça, souvent, on vient même de notre village, parfois. Du veuvage. Ouais. En ce moment-là, on va lui retirer ce lopin de terre parce qu'elle refuse les mécanismes sociaux d'intégration. Et c'est en ce moment-là qu'elle se trouve expropriée. Mais dans le cas où elle se fait remarier dans la communauté, elle a un droit. Elle a un droit sur cette exploitation et qui fait que... C'est pour cela, il y a une pérennisation. Donc, moi, je n'oppose pas la légalité ou à nos sociétés traditionnelles, mais ce sont des choses qui font vivre des communautés. Dont et souvent, il faut tenir les communautés compte. sont de plus en plus importantes. La question, c'est de savoir, moi, et c'est à ce niveau-là, je voudrais ramener les juristes, est-ce que la camisole qu'on porte aujourd'hui en matière d'héritage nous va bien? Si elle a été cousue ailleurs, est-ce qu'il n'est pas temps de pour faire que nous puissions nous-mêmes revoir ou est-ce qu'il faut faire des dosages pour que ça nous convienne le mieux? Parce que sur la question de l'héritage, le fait de dire la justice est là, la justice est ça, la justice est ça. Je vous disais tout à l'heure, on peut te dire ce champ d'EVA là, désormais c'est ton héritage. Toi, enfant, tu ne peux pas exploiter ce champ. Et c'est ça qui est la difficulté pour des ayants droit. Parce que la sorcellerie, c'est une réalité. Hein. Voilà, c'est quoi la sorcellerie? Quand je dis, quand je parle de la sorcellerie, c'est, je vais dire, la nuisance à pousser à son plus haut point. C'est-à-dire, on fait au tout point de vouloir attenter à la vie. Voilà, on fait tout pour te nuire. C'est ça la sorcellerie. Voilà. Okay. Donc, tu ne peux pas jouir d'un bien. Si tu as un bien que tu n'es pas heureux, mais je ne sais pas si tu as un bien. Et ça, c'est la réalité. Or, si on fait en sorte que nos sous-cultures apportent un certain nombre de réponses, un certain nombre de mécanismes à ce que la loi prévoit, parce que si le juge quitte ici, il appelle des gens, il donne une décision, les gens vont retourner au village, mais ils vivent comment? C'est ça justement la question de savoir comment la loi protège et éventuellement des gens qui sont peut-être victimes de... Monsieur, vraiment pas de course, on a beaucoup de choses à dire. Tu ne vas jamais jouir de ce bien. D'accord. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui. On a encore une dizaine de minutes, monsieur. Allez-y. Sinon, je voudrais aider. Dans la réalité, vous n'allez pas jouir de ce bien, c'est ça la réalité. Mais l'idéal, c'est que vous puissiez jouir de ce bien. Et si c'est par exemple un lopin de terre, on nous dit aujourd'hui ça appartient à la communauté, ça n'appartient pas à la veuve qui est restée, ça n'appartient pas aux héritiers. Il y a la loi de 1998 sur le foncier rural qui est là, qui règle la question. Qui peine d'ailleurs à être mise en œuvre. À être mise en œuvre, mais que les juridictions, il y a eu qui ont été très timorées dès le départ pour l'application de cette loi, parce que ça posait des difficultés, mais elle s'applique de plus en plus. Elle s'applique de plus en plus, et je vais dire avec en 2004 et en 2005, il y a eu des décrets qui sont venus pour peaufiner tout cela. Donc c'est quelque chose qui se fait. La propriété en matière coutumière et avec les aides qu'on a avec les partenaires étrangers, on vous dit que la propriété du foncier rural se fait soit par un certificat foncier, soit par l'immatriculation, soit par la mise, je vais dire, en œuvre, je vais dire, si vous exploitez continuellement ce terrain, il vous appartient. Donc, c'est des mécanismes qui sont protégés, je vais dire, en tant que tels par la loi. Mais lorsqu'on veut tout ramener, je vais dire, à nos traditions, nous, en tant que tels, souvent nous rencontrons des situations qui sont vraiment dramatiques. Vous avez un monsieur qui décède, qui laisse des enfants à bas âge. Il a sa femme. Il y a les parents qui quittent au village, qui viennent et on veut vider tout le monde. J'allais poser la question au sociologue, justement. C'est parce que c'est au nom de quelle légitimité? Non, mais soyons sérieux. La veuve, elle est totalement expropriée et parfois défenestrée même. Non, moi, je veux qu'on quitte les oppositions. Oui. Parce que quand la loi veut venir trancher, elle met de côté
D'accord. Pour vous, en d'autres termes, la loi ou le droit doit refléter nos sociétés. Voilà. Il faut inventer un nouveau modèle qui responsabilise ou qui responsabilise aussi les membres de la communauté. D'accord, on vous a compris. En d'autres termes, il ne faut pas télécharger donc à 100% ce qui est fait à l'extérieur. Il faut plutôt l'adapter, faire du sur-mesure. Voilà. Techniquement, pour vous, alors un testament, qu'est-ce qu'il faut dedans pour qu'il soit valable? Est-ce qu'on peut l'écrire sur un bout de papier? Quels sont les process pour le rendre Oui. Le testament, il peut être holographe, il n'y a pas de problème. Holographe? Dans tous les cas, oui. Dans tous les cas, il suffit qu'il y ait, je vais dire, de la sincérité dans ce qui est fait. Et lorsque vous faites votre testament, si vous êtes allé le confier à votre notaire, ou bien si vous l'avez fait, je vais dire, en face d'un greffier ou le juge lui-même, si dans des situations où vous êtes à l'article de la mort, le juge peut prendre son greffier, ils vont venir vous entendre, vous allez faire votre testament, etc. Et le testament va être gardé en lieu sûr, où il est chez votre notaire, où il est gardé, je vais dire, au niveau du tribunal. Il y a des audiences pour les ouvertures de testament, etc. D'accord. Donc, il suffit qu'il y ait une sincérité dans ce qui est fait. Mais dans tous les cas, et ça, il faut aussi le retenir, ne pensez pas qu'un testament, c'est quelque chose qui est figé, qui ne peut pas être attaqué. D'accord, qui peut être actualisé et tout. D'accord. J'ai une batterie de questions pour vous. Je vais vous fusiller avec mes questions un peu étranges, mais j'attends de vous en fait des réponses assez concises pour qu'on puisse en élaguer le maximum. Est-ce qu'on est obligé d'accepter une succession? En d'autres mots, quand on succède à quelqu'un, oui, on prend à la fois l'actif et le passif. Tout à fait. Est-ce qu'on peut refuser de succéder à quelqu'un? Oui, on peut refuser. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut contester le choix d'un notaire, par exemple? En cas de désaccord? Normalement, oui, le notaire est désigné par le tribunal. Mais si vous estimez, et il est astreint à certaines obligations, il doit vous rendre des comptes, il doit être sincère dans la liquidation du testament, etc. Si vous estimez qu'il y a des choses qui ne sont pas, je veux dire, nettes, vous saisissez le tribunal et puis vous évoquez les... Donc, ce n'est pas dans du marbre, ça peut bouger. Quel est l'ordre de succession? L'ordre de succession. Comment se fait le partage? Comme on l'a dit, c'est réglé par la loi de 2019. Si vous voulez, on va vouloir lire, mais comme on le dit, on va commencer par les descendants, les enfants. Après les enfants, plus l'épouse légitime qui va prendre un quart, comme on le dit dans la nouvelle loi. Si à défaut, on va aller encore au niveau des ascendants, ensuite des collatéraux, et il y a des rangs de succession. Et donc, c'est valable donc, quand l'héritier décède en même temps ou dans la même période que le decujus? Non. La succession se fait comment? Parce qu'il n'y a qu'un seul héritier, mais qui décède au même moment. Qui décède au même moment. Oui. S'il avait des enfants, ses enfants vont venir à sa place. D'accord. Il n'a pas d'enfant? S'il n'a pas d'enfant, dans ce cas, lui-même, il est décédé. C'est-à-dire, dans ce cas, on va aller au niveau des ascendants. Et puis, d'abord, on va regarder la situation de l'épouse si elle est encore vivante. C'est-à-dire, je reprends votre question, le monsieur décède, son épouse est là, l'enfant qui devait venir en concours avec la dame, c'est-à-dire elle pour un quart et lui pour le reste, cet enfant décède à lui. S'il n'a pas d'enfant, l'enfant qui est décédé, s'il n'a pas d'enfant, on va dire que la dame va venir en concours avec les ascendants et les collatéraux. Parfait, d'accord. Ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est plusieurs cas qui sont prévus tous par la loi. Que se passe-t-il en cas d'égarement du testament? On en avait parlé, mais je pense brièvement en première partie d'émission. Mais si un testament, je vais dire, est fait et qu'il est égaré, ben, on considère qu'il n'y a pas de testament. D'accord. On va revenir, je vais dire, à la situation qui va être réglée par les juges. Parfait. Et on retrouve le testament 6 ans après? Là, la question devient un peu, je vais dire, un peu difficile, parce que là, on est obligé de revenir devant le juge, comme on le dit, parce que avec la nouvelle loi, on a mis quand même le juge au centre. Pour l'ouverture de la succession, c'est au juge que vous devez vous adresser. D'accord. Il ouvre donc la succession, il peut désigner quelqu'un pour procéder à la liquidation de la succession. D'accord. Maintenant, il y a un élément nouveau qui apparaît.
Donc, vous pouvez saisir le juge. D'accord. Même la décision qu'il a rendue, Oui. elle n'est pas figée en Absolument. tant que telle dans le marbre. D'accord, Donc, c'est bon de le savoir. Il y a aussi beaucoup question de la notion de patrimoine quand on parle d'héritage, de succession. De quoi se compose le patrimoine? Mais le patrimoine, on peut dire, c'est l'ensemble des biens du débiteur. Mais pour bien comprendre la chose, dites-vous qu'il y a un actif et un passif. Donc le patrimoine, et ça c'est peut-être ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Lorsque vous succédez, on vous transfère le patrimoine du décujus. Mais ce patrimoine, donc peut être composé de biens, de créances, etc. En gros, tout ce qui est bien, tout ce qui est intéressant, mais il y a la face. Mais il y a aussi des dettes. D'accord. Et donc, voilà pourquoi, pour revenir à votre première question, à votre question précédente, vous avez demandé est-ce qu'on peut refuser un patrimoine, une succession. Oui. Si vous vous rendez compte, à la limite, que Vous avez plus de problèmes. Ça va vous créer plus de problèmes, vous pouvez renoncer à cette succession-là. D'accord. Quel est l'impact ou quels sont les impacts du régime matrimonial sur justement la succession? L'impact va se situer au niveau de la liquidation et du partage. Vous êtes par exemple marié, il y a un couple qui est marié sous le régime de la communauté. En cas de décès du conjoint, le conjoint survivant acquiert déjà la moitié de la communauté. Et puis, l'autre moitié pourra être maintenant, je vais dire, liquidée, partagée entre les enfants du décujus. La question peut être un peu plus sensible parce que le plus souvent, les gens pensent qu'en cas de séparation, de régime de séparation de biens, on a l'impression que la femme n'a rien. Non, ce n'est pas le cas. Parce que si vous regardez sur le régime des biens, vous allez voir dans le Code civil qu'on vous dira qu'en cas de mariage sous la séparation des biens, les époux vivant ensemble, les salaires, les biens qu'ils ont acquis dans le mariage, même en cas de séparation de biens, sont des biens qui sont communs. Donc, il faut faire cette distinction et c'est ça qui fait que le plus souvent, les gens pensent que non, on est marié sous le régime de la séparation des biens. Si vous n'êtes pas là, non, c'est pas ça. Ok, docteur Seibi. Il est créé, comme on le dit, une société de fait entre les époux, de sorte que Ok, parfait. Docteur Seibi, est-ce que j'aurais tort de dire que certaines régions de Côte d'Ivoire sont plus confrontés à ce genre de problème-là que d'autres régions? Vous avez cité le cas justement des ayants droit qui, à la mort justement du décujus, sont systématiquement dépossédés, même jusqu'au matelas. Oui. Et au balai même de la cuisine, parfois. Oui. Alors, moi, je ne dirais pas, je n'ai pas la cartographie en tête, mais ce qui est sûr, c'est que la solidarité est en train de se rétrécir aujourd'hui. Même au village, ceux qui n'ont pas aidé, leurs frères ne viennent pas réclamer ses biens après son décès. Ça existe. Le défunt, il laisse son champ et la communauté se réunit, on dit non, le champ c'est pour ses enfants. Dans la société ancienne, on ne pouvait pas voir cela parce que ces problèmes ou ces richesses sont constituées par la communauté. Mais comme aujourd'hui, la vie tourne autour, j'allais dire, des atomes, c'est-à-dire un homme, ses enfants, sa femme, tout, même au village, on va vers ce modèle. Mais là où moi je dis que tout laisser aux mains de nos institutions officielles peut parfois créer des situations ou des tensions, c'est que on ne prévoit pas des mécanismes d'intégration des représentants des communautés, alors que c'est eux qui veillent sur, j'allais dire, la transmission ou de la jouissance des biens qu'on laisse dans les communautés. Parce que dans un village retiré là-bas, le juge a fini de trancher. Les gens vont retourner au village. Le chef du village, le chef de communauté, tous ceux qui sont autour, ils n'ont pas de mots à dire. Moi, je pense que ça ne peut pas garantir la jouissance
du bien qu'on a transféré aux ayants droit. Et c'est donc, à ce niveau. et encore une fois, je pense c'est que la communauté a encore un droit de regard. Il faut penser, et c'est pour ça que j'ai dit il faut amender notre système. D'accord. Parce que notre camisole, elle doit nous rentrer. C'est peut-être une camisole de force aussi. Même si elle nous vient d'ailleurs, il faut l'adapter. Donc voilà. D'accord, ok. Donc en d'autres mots, il faut une camisole sur mesure, non une camisole de force. Enfin, je résume à ma façon. Marquons une autre pause, messieurs. C'est intéressant ce qu'on dit. On sera rejoint dans quelques instants par l'artiste reggae Naftali. Restez avec nous. Vivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI du lundi au vendredi. Dans la télé d'ici, on a été rejoint par Monsieur Naftali, le soldat de Jah. Bienvenue. Merci. Je devrais dire quoi? Jah Rastafari ou c'est quoi la bonne formulation? C'est bonjour. Bonjour. Ouais. Est-ce que je peux faire un lien entre... Alors, on était sur une thématique héritage et testament, succession et rastafarisme. Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire? Je ne sais pas, une petite... Non, il n'y a aucun lien, c'est-à-dire testament, succession. Je ne sais pas, est-ce que... je ne sais pas. Enfin, c'est une question banale qui n'a vraiment ni tête ni queue. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. D'accord, ça va ou quoi? Les croyances ne se transmettent pas. OK. Voilà. Ah, les croyances ne se transmettent pas? Ouais, sinon c'est bon. Arrivé à un moment, quand je te donne ma croyance, toi qui es mon fils, qui est musulman ou chrétien, c'est moi ou c'est toi? D'accord. Arrivé à un moment, il faut que toi tu fasses ton choix. Moi, je t'éduque, je te montre un chemin. Après, tu trouves ta voie. D'accord. Voilà. Le nom que je t'ai donné, c'est moi qui te l'ai donné. C'est cela. Mais c'est le nom auquel tu t'es habitué quand je te l'ai donné quand tu es né. D'accord. Mais est-ce qu'après, c'est ta personnalité? Tout ça, ça demande du travail. D'accord. Donc, ça ne se lègue pas. C'est-à-dire, même celui qui reçoit la religion de son père, arrivé à un moment, il fait corps avec sa religion. Sinon, c'est que son père qui est religieux, pas lui. D'accord. Voilà. Alors, tu parles de montrer le chemin. Tu as montré le chemin justement à beaucoup de jeunes artistes reggae. Pour un peu paraphraser Kadjim, tu as quelque peu sacrifié ta carrière pour mettre justement au devant de la scène beaucoup de jeunes aujourd'hui que tu as arrangés, que tu as guidés. Je rappelle que tu es ingénieur de son, compositeur, interprète et tout. Pourquoi ce choix? Non, c'est tout ce qu'on fait, il faut le ressentir. C'est un travail, je le ressens. C'est-à-dire, je me suis dit, arrivé un moment qu'il y avait des gens plus talentueux, je le dis pour Kadjim et pour tous ceux que j'ai produits avant, plus talentueux que moi. Et quand je le dis en toute humilité, ce n'est pas de la fausse modestie. D'accord. Moi, j'étais ingénieur de son dans un studio et producteur. Je m'apprêtais à sortir un album quand je découvre Kadjim avec des textes. Je me suis dit, bon, voilà, il faut que je le produise, c'est tout. Il mérite mieux que moi d'être devant, donc je l'ai produit. Et puis après, bon, ça a créé la chaîne et puis j'ai embarqué un peu tout le monde. D'accord. Voilà. Maître Alamissa Ouattara, docteur Seibi, sociologue, avocat, donc juriste. Je ne sais pas si vous vous connaissez, mais bon. Non? Écouter. Mais le sociologue, oui, certainement. On connaît ses purs produits. D'accord. Donc, on voit que derrière ces grands artistes-là, il y a quelqu'un qui est en back-office. Forcément. Et vraiment, tous les hommages à lui. D'accord. Mais quand il est en front office, voici ce que ça donne. Front office. Naftali. Le roi prophète avait raison, l'homme est moins qu'un ver de terre. Les caresses de ton regard ont donné vie à l'atome. Alors que malheur, j'ai rêvé un jour la colombe de la paix faisait son travail. Elle déployait ses ailes sans aucune faille. Y a pas de naissance, l'autorité parentale sont bafouées. Petit frère voleur, petite sœur prostituée. Au vu aussi de nos parents qui font le naïf pour mieux en profiter. Elle aime le rasta. Si ses parents savaient ça. La petite colline dominera
jubileront dans toutes les campagnes. Voilà, alors on essaie de résumer Naftali en 3 albums en 1 minute. Alors, le premier album, c'est un album totalement hip-hop. Hip-hop, ouais. Hip-hop Adieu. C'est ça? C'est bien Ouais, Adieu? hip-hop Adieu, ouais. Voilà. Pour dire adieu hip-hop ou... Oui, puisque en fait, quand je rentrais dans le hip-hop, le projet, c'était pas de rapper. D'accord. C'est-à-dire, je suis rentré dans le hip-hop en tant qu'arrangeur des rappeurs. OK. Et puisque j'écrivais aussi des textes pour certains rappeurs, donc les rappeurs m'ont dit non, tu sors pas comme ça. Il faut que tu nous laisses quelque chose. Absolument. Voilà, donc je fais hip-hop Adieu. D'accord. Et puis on dans, se dans souvient lequel surtout... j'expliquais que mon Ouais. prochain serait un truc reggae. D'accord. Et justement, on se souvient de ce titre où tu mettais en quelque sorte les pendules à l'heure, avec notamment la flotte impériale qu'on va écouter en 10 secondes. Défendons notre couleur quand ces attaques destructives s'est transformée en une musique de vibration négative. C'est pour sauver l'avenir du rap. Sauver l'avenir du rap. Pourquoi? C'était une époque où nos rappeurs, les jeunes, voulaient ressembler aux thugs américains, c'est-à-dire les gangsters. Snoop Doggy Dogg. Voilà. Tupac. Et moi, j'essayais de leur dire simplement qu'on n'a pas les mêmes réalités. Tu n'as même pas d'argent pour manger garba, c'est pas pistolet que tu vas payer. D'accord. Voilà, donc il faut Ok. revenir aux choses simples de l'Afrique. Nous, on a des problèmes. Eux, ils sont déjà la première puissance du monde. Donc, toi, parle de nos soucis qui feront qu'un jour, on deviendra la première puissance du monde. Si tu veux, après, tu offres un flingue à ton fils D'accord. pour faire la guerre. Comment on passe de Fantôme à Naftali? Mais Parce qu'en fait, Fantôme, à l'époque, personne ne savait à quoi il ressemblait. Il avait toujours le visage encagoulé et tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour être à découvert? parce que Fantôme, c'était pas ma mission principale. C'était la mission détournée, c'est-à-dire j'aidais d'autres. Et Naftali, c'est la mission principale. Donc, Naftali était préparé, mais Fantôme, c'était une manière de pas me mélanger, en fait. Voilà. OK. Mais Naftali, justement, vous êtes un artiste très engagé. Ouais. Naftali, dans la Bible, c'est mon combat. Exactement. Est-ce que c'est parce que c'était justement votre combat? Exactement. D'accord. Ça me plaît bien de savoir que vous connaissez ça. Non, moi, j'ai toujours pensé à la naphtaline. Et j'ai pour réponse que je ne tue que des cerveaux enrhumés. D'accord, ok. Bon, très bien. Tout à l'heure, il va tuer des cerveaux allumés, musicalement parlant, sur la scène de la télé d'ici. 3 titres live donc, que Naftali nous offrira. Alors, voici l'un de tes poulains, c'est Kadjim, qui, à chacune des interviews d'ailleurs, ne manque pas de te rendre un hommage. On va écouter d'ailleurs ce qu'il disait. C'était dans un numéro de Nostalgie Fun Outdoor. On regarde, on écoute et on revient juste derrière. De qui est-ce que tu as hérité de cette rigueur, de cet engagement, de cette vie rangée, correcte? Naftali. D'accord. Ouais, Naftali, c'est à la fois mon grand frère, c'est l'arrangeur, c'est le directeur artistique, c'est un peu... C'est le gourou aussi, voilà, non? Voilà, un peu ça, tu vois. À mes débuts, on avait rendez-vous au studio, il m'avait dit 10h, je suis arrivé à 10h15, il était déjà en train de travailler, donc je lui dis bonjour, mais il est tout jovial, là, ça va, on cause, tout ça. Au bout de 2 heures, je lui demande, mais on commence quand? Il dit, on commence quoi? Je dis, la séance. Il dit, la séance, c'était 10 heures. Et là, c'est fini. Donc, on continue de parler et tout. Et autour de midi, 13h, je lui demande, mais la prochaine séance, c'est quand? Il dit, dans 6 mois. Ouh. Mais je pensais qu'il plaisantait. Moi aussi, je pense que tu es en train de Non. plaisanter là. Et moi, je dis, dans 6 mois. Parce qu'il me dit, t'es pas encore prêt. Dans 6 mois. Et donc, le temps passe, 1-2 semaines, je repars le voir, je dis oui, mais pour la séance studio dont on a parlé. Il dit, mais je t'ai dit il y a 6 mois, je t'ai dit dans 6 mois, tu ne sais pas compter. Et je suis revenu dans 6 mois. Mais quand il m'a dit 10h à 8h, j'étais là. Mais tu aurais pu changer d'arrangeur entre-temps. Pourquoi tu es resté scotché sur... Mais tu sens que le gars veut t'envoyer au sommet, quoi. Il n'est pas là pour jouer, il n'est pas là pour plaisanter. Il te dit ce que tu as comme qualité et il te dit aussi ce que tu dois corriger. Et c'est ce que je dis dans une de mes chansons. Naftali m'a donné l'exigence du top niveau. Et paradoxalement, dit qu'il est plus gentil avec tous les jeunes avec qui je travaille maintenant. Comment je sais, il me dit non, laisse tomber, c'est pas grave. Mais avec moi, c'était grave. Naftali s'est abusé quand même. 6 mois, Ouais, vous savez... ça c'est plus qu'une punition. Quand les jeunes ont du talent, Ouais. vous savez, ils oublient que le talent ne fait pas tout, que la discipline absorbe le talent. Et quand tu aimes quelqu'un, si tu l'aimes vraiment, quand tu as un fils, si tu l'aimes vraiment, tu lui donnes le bon conseil. Et moi, je ne sais pas m'énerver. Donc, je sais être ferme. Comme il a dit, quand il est venu, je discutais avec lui, j'ai causé avec lui.
Mais pour moi, c'est fini, le travail n'avance plus. D'accord. Et je lui ai donné rendez-vous dans 6 mois parce que mon calendrier se libérait dans 6 mois. Il est mon témoin. Si, j'ai d'accord, voyagé, ouais. j'ai fait 3 mois en Allemagne. D'accord. Je suis revenu après, j'ai fait 2 semaines en Guinée. Ok. J'ai fait 1 semaine au Togo, si je me souviens bien. Et après, il fallait que je me repose. D'accord. Ben, il a attendu 6 mois. D'accord. Il a attendu 6 mois. Voilà. Le pauvre. Et puis moi, je crois quand tu dis tu veux devenir un artiste, c'est la qualité. D'accord. Et la qualité, ça commence depuis l'heure du rendez-vous Oui. jusqu'à la montée de la scène. Comment tu expliques, je passe à un autre sujet, comment tu expliques la sous-représentation des artistes reggae sur les plateaux de télé à travers le monde, hein? Je ne parle pas particulièrement de la Côte d'Ivoire. D'être franc, Oui. tout le monde a peur. D'accord. Tout le monde a peur parce qu'on dit des choses que les gens n'aiment pas dire, les gens n'aiment pas entendre. Nous sommes en quelque sorte la voix intérieure qui montre le défaut. Mhm. Parce que tout le monde préfère danser que de réfléchir. Voilà, D'accord. c'est tout. C'est le seul problème. Sinon, il y a pas de... Quand il y avait les crises en Côte d'Ivoire, tous les politiciens jouaient du reggae. Dès qu'ils prennent le pouvoir, ils oublient le reggae. D'accord. Parce que c'est la vérité, c'est tout. D'accord. Est-ce que tu ne crains pas, comme d'ailleurs tu craignais pour l'avenir du rap, est-ce que tu ne crains pas pour l'avenir du reggae qui semble être plutôt une affaire d'initiés? On écoute le reggae quand on est dans un grain, comme ça se dit d'ailleurs, ou dans certains espaces musicaux. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs en ville. Oui, mais en même temps, c'est la musique la plus jouée en live. Et ce qui fait vivre la musique aujourd'hui avec les plateformes de téléchargement, c'est le live. Donc je crois que c'est plutôt le reggae qui va vivre. Parce que quand les gens seront fatigués d'écouter les MP3 avec le son très mauvais, ben, ils iront s'asseoir dans les clubs. Et c'est nous qui le trouverons. D'accord. Messieurs, je vais vous montrer une petite vidéo qui a fait l'actualité. Elle concerne Donald Trump. D'accord? Et je veux vos habits. Bon, allez, Maître Ouattara qui est un peu dépité apparemment. Non, je ne sais pas pourquoi. On va regarder, c'est l'avis de Donald Trump qui propose d'injecter du gel désinfectant pour soigner le Covid-19. Enfin, regardez, c'est un reportage de France 24. Il faut faire preuve évidemment de bon sens et pas forcément écouter les recommandations farfelues de certains dirigeants. Donald Trump, par exemple, propose de traiter les malades avec des injections de désinfectants. C'est un briefing qui restera dans les annales de la Maison. Un moment lunaire pendant lequel Donald Trump évoque les effets supposés des rayons ultraviolets pour lutter contre le Covid-19. Imaginez que l'on envoie une lumière très puissante vers le corps. Des ultraviolets ou juste une lumière forte, par exemple. Il faudrait faire entrer la lumière dans le corps via la peau. Ce serait intéressant, dites-vous, de vérifier tout ça. Il s'adresse à cette conseillère santé, présente au briefing. Elle est estomaquée. Non, ce n'est pas un traitement, tranche-t-elle. Mais Donald Trump propose autre chose. J'ai l'impression que le désinfectant aussi détruit en 1 minute le virus. Alors, peut-être qu'il faudrait en injecter dans le corps, comme une sorte de nettoyage des poumons, par exemple. Il faudra sûrement faire appel à des médecins pour ça, mais ça me paraît intéressant comme idée. Injecter un désinfectant dans les poumons, cette suggestion fait évidemment bondir les scientifiques du monde entier. Ils implorent le public de ne surtout pas écouter le leader de la première puissance mondiale. Ben alors, messieurs, c'est assez rassurant, non? Ça vient de la première puissance du monde. C'est bon. Alors, on est bien parti pour vaincre ce coronavirus. Non, en fait, c'est juste pour dire que l'ennemi de l'homme, c'est la maladie. Oui. Donc, il est en train de traduire toute sa détresse. C'est maintenant les initiés qui vont voir en quoi si c'est faisable on peut ou pas. trouver une réponse à ça. Maître. Voilà. Mais moi, je suis heureux de voir que Donald Trump a fait un rétropédalage sur ce qu'il a dit. Il a dit que c'était juste quelque chose de sarcastique. Ah. Donc, je préfère m'en tenir à ça plutôt que de faire un commentaire. D'accord. Naftali? Moi, je peux juste savoir s'ils ont toujours l'arme nucléaire. Oui, ils l'ont. Oula. Oula. Parce que si un gars comme ça, il a l'arme nucléaire, on est foutu. Bon, ok. Princesse, le kiff du web. Le kiff du web. C'est pas Donald Trump qui propose du gel. Non, je vous propose un truc un peu plus sympa quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on sait tous que le port du masque est obligatoire. Et parfois, c'est un petit peu compliqué de mettre le masque. Donc, il y a certaines personnes, malheureusement, qui arrivent avec un petit peu de mal. Et c'est ce qu'on va regarder en image.
Sub-Zero. Isso. Ai, Cora. Ai. Parece esteroide, não. On est quand même en train de parler du président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Et donc la traductrice pour les malentendants et tout, qui ne sait pas quoi faire. Enfin, cette séquence, je ne sais pas comment ça se traduit, le masque qu'on a beaucoup de mal à mettre. Soldat de Dia, c'est le tout dernier album qui est en date. Ouais. Est-ce que c'est aussi 12 titres comme les deux précédents? 16 titres. 16 titres, d'accord. 12, 12, 16. Est-ce que la numérologie, rastafarisme et numérologie, il y a quelque chose ou pas? Oui, bon, nous, on ne dit pas numérologie, mais il y a le symbole des chiffres. Les 12, 12, c'est les 12 tribus. Et le 16, c'est 1 plus 6, ça fait 7. Ça fait 7, d'accord. Très bien. OK, d'accord. Naftali, merci d'être passé par la télé d'ici. Rendez-vous dans quelques instants seulement sur la scène pour un live, je peux vous le dire, qui en vaut vraiment la peine. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour le dernier virage de cette émission consacrée ce soir donc aux questions d'héritage et de succession. Et alors, docteur Seibi, votre position elle est claire, limpide comme l'eau de roche. Il faut absolument adapter le droit à la réalité sociologique. Ça, parce que toutes les sociétés, la question de l'héritage ne date pas d'aujourd'hui, elle ne finira pas ici. Et je veux dire qu'il faut faire confiance à l'inventivité des sociétés. Les sociétés d'outre-mer, c'est-à-dire les sociétés africaines, ont leur procédé. Et aujourd'hui, le modèle qu'on a choisi, c'est le modèle de type occidental. Pour moi, il faut l'amender. L'amender, c'est inviter aussi au débat les représentants des communautés pour qu'on puisse ajuster. Parce que c'est à eux, finalement, d'appliquer ou de bénéficier des retombées de ces procédés-là. Donc, les mettre à l'écart, ce serait peut-être confligène. Pour moi, il faut aller vers une intégration, vers une solution beaucoup plus inclusive. D'accord. Docteur Maître Ouattara, un dernier mot sur la question. Je suis d'accord avec le professeur. Mais ce que je tiens à ajouter, c'est que lorsqu'on parle de loi, ce n'est pas, si vous voulez, une invention ex nihilo. C'est quelque chose qui est discuté avec les représentants de la nation, nos députés. Et la loi est souvent inspirée soit par les membres du gouvernement eux-mêmes ou alors même par les députés qui peuvent aussi faire des propositions de loi. Donc, c'est quelque chose qui est longuement discuté et c'est à travers une couche assez large. Et aujourd'hui, comme vous le savez, lorsque devait passer, par exemple, la loi de 2019, lorsqu'elle a été prise, elle est passée même devant le Conseil économique et social, qui est constitué de diverses personnalités qui en ont discuté, qui l'ont lu. Ça revient au Parlement. Maintenant, bon, avant 2019, mais si c'était maintenant, ça devait repartir encore au Sénat pour une seconde lecture, tout ça avant de revenir. Donc, c'est quelque chose qui est discuté et c'est après un large consensus que le texte apparaît. Et comme je le dis, aujourd'hui, on essaie de tenir compte le plus possible des différentes situations qui se présentent. Parfait, OK. Donc, la loi, elle est faite pour nous tous et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et vraiment, je vous remercie que vous nous ayez donné l'occasion de pouvoir en parler et d'inviter, je vais dire, nos populations à s'approprier cela. C'est cela. C'est la vocation justement de cette émission, d'apporter donc des réponses à des questions de tous les jours et des questions d'intérêt général. Bonne nouvelle, messieurs, puisqu'on est dans le contexte du coronavirus. Bonne nouvelle également pour Princesse. Apparemment, on a trouvé quelque chose. Voilà, on va regarder, vous allez comprendre. Donc là, nous avons déjà fouillé les fesses de 200 poules. Et là, c'est la 201e fesse de poule. Et si vous pouvez remarquer, juste au côté gauche de la fesse de la poule, là, il y a une enzyme. Et cette enzyme contient une molécule à laquelle réagit le virus du corona. Donc, c'est grâce à cette enzyme, à cette molécule-là que nous allons fabriquer le vaccin du coronavirus. Mais comme on n'est pas sûr des effets secondaires de ce vaccin-là, on va d'abord aller tester ce vaccin sur les Européens.
Voilà, dans ce sens-là, je ne sais pas si ça va marcher. Merci à Dr Seibi d'être passé par la télé d'ici. Merci à Maître Alamissa Ouattara d'être passé et de nous avoir apporté donc les éclairages nécessaires. Merci à Princesse, on vous laisse en compagnie du maître des lieux du Zion Sound Builder, celui qui a choisi justement d'éclipser sa propre personne pour mettre en lumière donc de jeunes artistes reggae, dont l'un des plus illustres évidemment est Kajim. Ce soir, il nous offre d'apprécier tout le talent qu'on sait de lui. C'est un artiste pluridimensionnel. Et ce soir, il nous offre le côté vocal, le côté artistique, le côté interprète. Naftali est right now sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Je dédie cette chanson aux porcs décevants, corrompus et incompétents, aux faucons prétentieux et aussi incompétents. Je n'oublierai pas de la dédier aux rats difficiles à raisonner et à tous ceux qui les accompagnent dans leur travail de destruction. Je parle de ces fourmis néfastes, ces fourmis négatives, accompagnés de leurs amis, les gros porcs bouilleux. Que ceux qui comprennent ce que je dis se taisent, car c'est le temps de la réflexion. Rastaman Vibration. Oh, 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 oh. Il y a des jours où j'ai l'envie de faire. Ils font des choses, oui, qui nous rendent. Oh, 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 oh. Il y a des jours où j'ai l'envie de faire bang bang sur ces hommes politiques qui nous gouvernent. Ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue dingue. C'est l'amour de Jah en moi, oui, qui me freine. Mais il y a des jours où j'ai l'envie de faire bang bang sur ces hommes politiques qui nous gouvernent. Ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue dingue. C'est l'amour. 40 ans au pouvoir sans rien construire. Quand vient l'heure du départ, tu ne veux plus partir. Depuis les indépendances que tu gouvernes ton pays, tout ce que t'as pu lui apporter sans misère et crédit. Depuis que t'es au pouvoir, on n'a pas évolué. Les colons sont partis, mais ils tentaient les guider. Maintenant que le peuple réclame le changement, ce que t'as pas pu faire en 40 ans, tu veux faire maintenant. Mais il y a des jours où j'ai l'envie de faire sur ces hommes politiques qui nous gouvernent. Ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue. C'est l'amour de Jah en moi, oui, qui me freine. Mais il y a des jours où j'ai l'envie de faire sur ces hommes politiques qui nous gouvernent. Ils font des choses, oui, qui me rendent dingue. C'est l'amour de Jah en moi, oui, qui les sauve. Wow! C'est comme celui qui, pendant longtemps, aux côtés du peuple était opposant, a critiqué la dictature pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour le peuple lui donne sa chance. Maintenant qu'il est au pouvoir, trop d'injustice, il ne voit rien du haut de sa tour d'ivoire. Et comme c'est la guerre que l'injustice produit, ce sont encore les innocents qui mangeront de son fruit. Alors le sang coule. Ils endoctrinent le peuple, ils le divisent, leur business roule. Alors le sang coule, jusqu'à ce que l'armée de Babylone vienne tirer sur nos foules. Mais il y a des jours où j'ai l'envie de faire sur ces hommes politiques qui nous gouvernent. Ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue. C'est l'amour de Jah en moi, oui, qui me freine. Mais il y a des jours où j'ai l'envie de faire sur ces hommes politiques qui nous gouvernent. Ils font des choses, oui, qui nous rendent des choses. Ils font des choses, ils font des choses. Bla 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 bla. Ça rend fou. C'est comme celui qui dit aimer son pays, mais sa philosophie est de détruire pour reconstruire. Alors beaucoup d'argent il investit, il crée des rébellions pour tout anéantir. Il est prêt à tout pour son pouvoir, il s'en fout même si cela doit nous faire prendre du retard.
C'est tous les mêmes d'Afrique aux États-Unis. Certains s'arrogent le droit de posséder l'arme atomique et empêchent les autres d'utiliser la même technique. Pourtant, on sait c'est qui l'auteur d'Hiroshima Nagasaki. Je ne sais pas si c'est l'amnésie ou l'hypocrisie qui travaille dans ce cas précis, mais il y a des jours où j'ai l'envie de faire sur ces hommes politiques qui nous gouvernent. Ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue. C'est l'amour de Jah en moi, oui, qui me freine. Mais il y a des jours où j'ai l'envie de faire sur ces hommes politiques qui nous gouvernent. Ils font des choses, oui, qui nous rendent. C'est l'amour de Jah en moi, oui, qui les sauve. Ça les sauve. L'amour de Jah les sauve. Wow! Blessed love. Yeah, man. Yes. In the place. Rastafari. Tout, toi. Naftalia come again. Whoa. Cha-cha soldier. Warrior. Well, je ne suis pas à la manière de ce monde, non, je ne suis pas beau. Voilà pourquoi mon message sonne faux. Je ne suis pas riche, comme le veulent les gens de ce monde, non, je ne suis pas riche. Voilà pourquoi de moi tout le monde s'en fiche. Je ne suis pas beau. À la manière de ce monde, non, je ne suis pas beau. Voilà pourquoi mon message sonne faux. Je ne suis pas riche, comme le veulent les gens de ce monde, non. Il y a des gens qui se lavent 30 fois par jour, sont appréciés des hommes, mais aux yeux de Jah sont répugnants. Il y en a d'autres qui ne prennent qu'une seule douche, détestés des hommes, mais aux yeux de Jah sont ses enfants. Tout le monde adore le Seigneur Jésus, mais pour vivre préfère les poches de Crésus. Pour s'édifier, on préfère lire Jean le Baptiste, mais pour vivre l'apparence d'Hérode, welcome, c'est triste. Comment peut-on prêcher une chose et vivre son contraire? Avoir le message du Christ et l'apparence de Lucifer. Il est grand temps de dire la vérité aux enfants sur mon apparence. Oh Jah, je ne suis pas beau à la manière de ce monde, non, je ne suis pas beau. Voilà pourquoi mon message sonne faux. Je ne suis pas riche, comme le veulent les gens de ce monde, non, je ne suis pas riche. Voilà pourquoi de moi tout le monde s'en fiche. Je ne suis pas beau à la manière de ce monde, non, je ne suis pas beau. Voilà pourquoi mon message sonne faux. Je ne suis pas riche. Les belles bagnoles, la belle apparence efface tous les péchés. Que tu sois assassin la nuit, blasphémateur le jour, ça ne fait rien. Sois dans le même courant de pensée, ils te donneront leur bon Dieu sans confession. Ils t'inviteront à dîner à la maison. Papa, maman, sur toi ne diront que du bien. Sous la violence, ton argent fait de toi un saint. L'essentiel, c'est que tous les dimanches t'ailles à l'église. Même si t'as pas la foi, t'as au moins un trait de devise. Surtout t'avise pas à me ressembler. Dans l'apparence, la foi, les poches, tu seras rejeté car je suis pas beau. À la manière de ce monde, non, je ne suis pas beau. Voilà pourquoi mon message sonne faux, non. Comme le veulent les gens de ce monde, non, je ne suis pas riche. Voilà pourquoi de moi tout le monde s'en fiche. À la manière de ce monde, non, je ne suis pas beau. Voilà pourquoi mon message sonne faux. Je ne suis pas riche. Comme le veulent les gens de ce monde, non, je ne suis pas riche. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui apparaissent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements, de morts, de toutes sortes de pourritures. Malheur à vous, maîtres et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur se remplit du produit de vos vols et de vos mauvais désirs. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et les effets rejailliront à l'extérieur.
Vous de même ressemblez à des tombeaux blanchis mais qui apparaissent beaux à l'extérieur mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes de pourritures. C'est ainsi que parle le Seigneur Jésus que nous prétendons tous servir. Il est temps d'apprendre la vérité sur notre apparence. Oh, le prophète Ésaïe l'avait dit. Nous n'avons pas le genre de beauté qui attire le regard humain. Tu entends, comme le Seigneur Jésus, nous ne sommes pas beaux. Jean-Baptiste n'était pas beau. Voilà pourquoi son message sonnait faux. Well, il prêchait dans ce désert humain. Je suis pas beau. À la manière de ce monde, non, je ne suis pas beau. Pourquoi mon message sonne faux? Je ne suis pas riche. Comme le veulent les gens de ce monde, non, je ne suis pas riche. Voilà pourquoi de moi tout le monde s'en fiche. Je ne suis pas beau. À la manière de ce monde, non, je ne suis pas beau. Voilà pourquoi mon message sonne faux. Je ne suis pas riche. Soldier, Rastafari, blessed Lord. Yeah, man. Zion. C'est fini le mensonge colonialiste. C'est fini la tromperie. Regarde, les enfants d'Afrique ont appris leur histoire en lisant la Bible avec l'esprit de l'Éternel Adonai. Tcha tcha. Comme tout commence bien et finit bien, là où ça a commencé, c'est là que sera la fin. La Bible dit, ça a commencé en Afrique. Alors pourquoi Adam et Ève sont blancs dans leur livre historique? Le lavage de cerveau continue. Ces choses-là sont faites pour nous barrer la vue. Est-ce normal d'avoir mis l'histoire de mon peuple en veilleuse? Pour mieux nous contrôler, ils nous ont laissé des missionnaires pour nous bourrer le crâne de philosophie religieuse. Well, religieuse. Oh, mais moi je sais que je viens de Sion. Je suis enfant de Zion. Eden, c'est la terre de mes ancêtres. La peau d'ébène. Ils avaient la peau d'ébène. Je sais que je viens de Sion. Je suis enfant de Zion. Eden, c'est la terre de mes ancêtres. La peau d'ébène. Ils avaient la peau d'ébène. Well. Depuis mon enfance, je vais à l'église, mais là-bas, personne ne m'a dit qu'elle était noire, la femme de Moïse. Je n'ai rien inventé. C'est les Nombres, chapitre 12, verset 1 qui nous le dit. Si c'est de la lignée de Moïse que descend ce Jésus, oh, réfléchissez, vous comprendrez que leur film avec leur Jésus tout babou est décousu. Genèse chapitre 10 nous dit, Éthiopie est le fils de Cham, et Cham est l'ancêtre de tous les Noirs. Mais mort, premier souverain sur la terre, est descendant d'Éthiopie. Donc un noir, oh vas-y voir, oh Jah, ils nous ont menti. Tout va beau menteur, ils nous ont trahis. Mais moi je sais d'où tu viens, je te dis, Sion, tu es enfant de Zion. Eden, c'est la terre de tes ancêtres, la peau d'ébène. Ils avaient la peau d'ébène. Je sais que je viens de Sion, je suis enfant de Zion. Eden, c'est la terre de mes ancêtres, la peau d'ébène. Oh ouais, ils avaient la peau d'ébène. One more time. Je sais que je viens de Sion, je suis enfant de Zion. Eden, c'est la terre de mes ancêtres, la peau d'ébène. Oh, ils avaient la peau d'ébène. Ethiopia, notre demeure. C'est là si, notre sauveur. Il a brisé les seaux, ouvrir le livre. Quand nous marchions dans les ténèbres, oh Jah, tu as fait briller sur nous ta lumière. Regarde, elle s'est enfuie, cette ténèbre de misère, notre misère. Blessed love, Haile Selassie. Elle s'est enfuie, notre misère.
Adam et Ève sont noirs, c'est logique car Dieu n'a créé que des noirs sur cette terre d'Afrique. S'il est dit que là où ça a commencé, c'est là que ça va se terminer. Alors c'est sur la terre d'Éthiopie que sortira le rejeton de GC. Si l'on se réfère à l'ancienne carte du monde éthiope et l'actuelle Éthiopie, wow, wow, wow. Si nous sommes d'accord que Salomon est le fils du roi David, donc descendant de Jesse, il nous est facile d'admettre que les enfants sortis de l'union de la reine de Saba et du roi Salomon sont descendants de Jesse. Ça devient facile de savoir qui est si là, si réfléchissez, je viens de Sion, je suis enfant de Zion. Et Éden, c'est la terre de mes ancêtres, la peau d'ébène. Ils avaient la peau d'ébène. Oui, je sais que je viens de Sion, Je suis enfant je viens de Maman Africa. C'est la terre de mes ancêtres. Oh, oh, la peau d'ébène. Ils avaient la peau d'ébène. Le noir est le commencement, le noir est la création de tout. Respectez le noir. Jusqu'en Chine, on continue de nous vilipender. Blessed love. Plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Respectons les aînés de l'humanité, c'est-à-dire la race noire. Blessed. My Lord. Majesties. Good job. Naftali. Bravo. Et la T-Band.